Un coup de chapeau à un petit gars né dans un quartier populaire d'Alger en 1930 est devenu l'un des plus grands orchestrateurs français pendant tant d'années. Jean-Claude Ric. Bonjour Jean. Bonjour Patrick. Un pied noir à Paris. Voilà, vos souvenirs sont là. Ce sont les souvenirs d'un petit gars, je le disais, de Bab El Oued, qui va devenir l'orchestrateur. On va entendre des chansons dans cette émission. Vous savez Patrick, quand je suis venu à Paris en septembre 1955, je ne savais pas qu'on nous appelait pieds noirs. Oui. C'est après que j'ai su que les gens nous appelaient des pieds noirs, mais je ne savais pas. Oui, on va entendre une voix, parce que cette voix, tout de suite, il faut le dire, ça a marqué votre vie. Enrico, c'est vous, l'orchestrateur, écoutez ça. Enrico, que je ne connaissais pas du tout, il est né à Constantine, et moi à Alger, donc on ne se connaissait pas du tout. Ouais, et il chante ça. Et je l'ai connu grâce à une chanteuse qui s'appelle Maya Casabianca, qui est commencée à être très connue. Elle m'appelle, elle me dit « Je voudrais que tu fasses les arrangements de mon prochain disque ». Elle vient chez moi avec son directeur artistique, elle me tend une partie sur le piano, on répète, je l'enregistre sur mon magnéto, deuxième, troisième. Et la quatrième, pas de partie sur le piano, elle me dit « Je chante ». J'ai quitté mon pays d'Enrico Macias. Alors là, on la répète comme ça, d'oreille. Elle me dit, avec tes violons magiques, ça va être superbe. Tu vas me faire une orchestration extraordinaire, ça j'en suis sûr. Je voudrais que tu gardes la même introduction de guitare que le disque d'Enrico. J'ai dit, ça c'est pas possible. Mon guitariste ne sait pas du tout jouer dans cet esprit. Si tu veux la même introduction d'Enrico Macias, il faut le faire venir au studio. Ouais. 3 semaines après, je suis au studio avec mon orchestre, la porte s'ouvre. Maya Casabianca arrive avec son directeur artistique et Enrico Macias. Présentation, chantez monsieur. Là. Enrico me dit, alors qu'est-ce que je fais? J'ai dit, vous vous asseyez là, vous sortez votre guitare et vous me jouez la même introduction que votre disque. J'ai quitté mon pays. Et il me dit après, j'ai dit après, vous arrêtez, c'est l'orchestre qui enchaîne. C'est ce qu'on a. C'est une amitié incroyable. Vous allez accompagner Enrico partout pendant combien? 40 ans? Pendant près de 40 ans, oui. 40 ans d'amitié. C'est un frère pour vous? Ah, c'est un frère, c'est mon frère. Ouais. C'est mon deuxième frère. C'est votre deuxième frère. Alors lui, c'est Constantine en Algérie. Vous, c'est Bab El Oued, je le disais. À Alger, oui. À Alger, vous naissez. Alors Jean, on va dire tout de suite, vous allez devenir l'orchestrateur de quoi? De Paul Naref, de Sardou. J'ai commencé avec Maurice Chevalier. Oui. Ah ben oui, Maurice Chevalier. Ah tiens, on a une chanson qui s'appelle la chanson des petits païens. Ça vous dit quelque chose, ça? La chanson des petits païens? Ah ben moi, je vous le rappelle, parce que c'est vous qui avez orchestré ça. Je le sais, c'est Maurice Chevalier, accompagné par Jean-Claude Ric. Écoutez. Un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, leur physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Il y en a qui ça vous rappelle des souvenirs. Hein. Mais quand même, vous rencontrez Maurice Chevalier une fois que vous débarquez à Paris. Je vais vous dire. Mais quand même. Je vais vous dire, Patrick. J'ai accompagné Lucette Raya au piano, la môme au bouton, pendant 4 ans. Une fille magnifique, très drôle, très sympathique. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, Jean, je vais passer la Villa d'Est pendant 2 mois, à 1h du matin. Mais je te préviens, Jean, le cachet est ridicule. Donc, est-ce que tu veux venir m'accompagner à 1h du matin, mais ton cachet sera très bas. J'ai dit, bien sûr, je vais venir. Et j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Jean Siegfried, qui passait juste avant nous. Un jour, il me dit, je viens de signer un contrat chez Decca. Et j'enregistre dans 2 semaines, il me faut un arrangeur. C'est quoi un arrangeur? Je dis, un arrangeur, c'est quelqu'un qui a un rôle très important dans le disque. Quand tu vas enregistrer, l'arrangeur va imaginer ce que va faire l'orchestre. Donc il vient, il me dit, tu en connais un d'arrangeur? Je dis, moi. C'est vous. C'est moi. Le lendemain, il vient chez moi, on répète. 2 semaines après, on se retrouve au studio. J'appelle un secrétaire qui m'envoie les meilleurs musiciens de Paris parce que je ne connaissais personne à Paris. Je ne connaissais que Lucette Raya. Le plus grave, c'est que personne ne me connaissait. Donc on se retrouve au studio. J'enregistre
avec des musiciens magnifiques. C'était un big band que j'avais demandé. L'ingénieur du son trouve mon arrangement tellement fantastique qu'il appelle Guy Lafarge, le directeur. Il dit, monsieur Guy Lafarge, descendez tout de suite au studio. Il y a un jeune avec une petite moustache blonde qui dirige l'orchestre, qui a écrit l'arrangement. C'est extraordinaire, faut descendre. Et je vois arriver un vieux monsieur de 60 ans qui écoute, qui me dit, c'est vous qui avez écrit tout ça? Je dis oui. Montez me voir dans mon bureau quand vous avez fini. Je monte dans son bureau. Il me dit, c'est fantastique. Vous êtes premier prix du Conservatoire de Paris. Je lui dis, non, je suis premier prix du Conservatoire d'Alger. Il me dit, pourquoi il y a un conservatoire à Alger? Je lui dis, mais je pense bien. Il me dit, c'est extraordinaire. C'est tellement bien. Il prend le téléphone, vous allez faire le prochain disque de Maurice Chevalier. Et voilà. Papa. Il me dit, demain 15h30, vous allez chez lui. Je vais chez Maurice Chevalier. Je sonne à la porte. Le portail s'ouvre. Le secrétaire vient me chercher. Il m'emmène dans le salon. Maurice Chevalier était là debout, 2 mètres de haut. Je rentre. J'avais l'impression d'être devant Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Il me tend la main, il me dit « Bonjour mon petit gars ». Bonjour mon petit gars. Et voilà. Mettez-vous au piano. Il y a 2 chansons. On commence. Première, deuxième, troisième. Et un mois et demi après, on s'est retrouvés. C'est ça. Vous allez entendre la voix de quelqu'un qu'on aime tellement encore, qui va vous rappeler quelques souvenirs. Écoutez ça. Chantez ce refrain, tout en remontant avec précaution la petite manivelle d'un vieux phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono. Et c'est l'orchestre de Jean-Claude Ric derrière qu'on entend. Non, c'est ma chanson. Eh oui, c'est votre chanson. C'est pas mon orchestre. Oui. Ah oui. Et alors, oui, mais votre chanson. C'est ma chanson. Alors, c'est vous qui proposez le phono. Vous savez, quand je suis arrivé à Paris, c'est Marie Bizet qui m'a accueilli chez elle, dans sa maison à Suresnes. Grande chanteuse de l'époque. Et donc, j'arrive dans la soirée, son mari arrive un peu plus tard. J'ai dit, vous êtes son mari, ça très bien. J'ai connu votre femme à Radio Alger, je l'ai accompagnée pendant plusieurs émissions, et puis au Casino de la Corniche. Il me dit, moi, je m'appelle Georges. J'ai dit, vous êtes dans quoi? Il me dit, dans la musique. Georges Bizet, vous êtes en train d'écrire l'Arlésienne. Il était directeur commercial. Il m'a dit, où vous dormez ce soir? Je venais d'arriver. Oui. Il me dit, vous d'arriver d'Algérie, vous saviez pas où dormir. Et 3 ou 4 mois plus tard, j'étais parti à l'hôtel, évidemment, je n'allais pas rester tout le temps chez Marie Bizet. Elle m'invite à une soirée. Et il y avait des grandes personnalités des spectacles. Et il y avait Fernand Bonifay, un célèbre auteur de chansons. Célèbre. Et comme d'habitude, à la fin d'un repas, « Allez Jean, tu vas bien nous jouer quelque chose ?» Et je monte, et sur l'estrade, il y avait un piano à queue, et je joue du piano. Et je vois quelqu'un arriver près de moi. Il me dit, je m'appelle Fernand Bonifay, vous jouez bien du piano? Je lui dis, merci, monsieur pianiste. Il me dit, est-ce que vous composez des musiques? Je dis, oui, je vais vous jouer. Il me dit, envoyez-moi une cassette. Je lui envoie une cassette. Une semaine après, il me téléphone, il me dit, j'ai écrit un texte sur votre musique, ça s'appelle Mon vieux phono. Demain, il y a André Bourvil qui vient chez vous. Donnez-moi votre adresse. J'ai dit, j'habite rue Saint-Denis, dans un vieil... Et alors, il est venu sonner à la porte, alors. Bourvil est venu sonner à la porte. Au 5e étage, sans ascenseur, je suis désolé, je suis pas très riche en ce moment, je viens d'arriver à Paris. Et on avait... Bourvil va arriver à 14h. J'attends 14h, pas de Bourvil. 14h30 par Bourvil, 14h30, 14h45. Et hop, on sonne. C'était Bourvil. Il me dit, je suis désolé, je suis en retard de 3/4 d'heure, mais je me suis garé à 100 mètres. Et pour venir chez vous,
j'ai été accosté par des jeunes et jolies femmes. C'était la rue Saint-Denis, il faut dire. C'était la rue Saint-Denis qui me disait « Tu montes avec moi, Dédé, pour toi c'est gratuit. » Et donc je me suis mis au piano, on a répété mon vieux phono et il a enregistré. Oui, et vous faites un carton. Tiens, une autre chanson qui est un carton magnifique. Et vous allez alors là vraiment orchestrer toutes les premières chansons de cet artiste qu'on adore tellement. Évidemment, cette chanson-là, on entend des enfants qui crient. C'est les colonies de vacances, orchestrées par Jean-Claude Ric. Écoutez. Je vous ai créé une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. On va entendre évidemment le refrain, on a envie de le chanter avec vous, Jean. Quel succès. Ouais. Vous allez orchestrer toutes les 10 premières années des chansons de Pierre Perret. Pendant 10 ans, les exactement. cuisses de mouche, les ans, torboyaux. Le torboyau, la cage aux oiseaux, bien sûr. Tellement... quand le soleil entre dans ma maison. Puis maison. Ça, écoutez. Et on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Vous lui faites des musiques aux petits oignons, hein, Jean. Hein. Ça marche bien, Pierrot. Quel merveilleux personnage. On s'accordait beaucoup. Et on s'est quitté au bout de 10 ans et on s'est revus peut-être 20 ans après s'être séparés. Sa femme me téléphone, elle me dit « Pierre va faire un disque pour fêter ses 40 ans de carrière. Est-ce que tu peux nous indiquer le nom d'un très bon arrangeur ?» J'ai dit « Moi. » Vous avez toujours la bonne réponse. Hein. Et j'ai fait 130 cm. Voilà, c'est merveilleux. Là, il y a une autre chanson qui est un énorme succès, le premier d'une très grande vedette. Mais là, écoutez ça. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Nous irons. Et alors, ce qui est drôle, c'est que là, c'est vous, évidemment, Jean-Claude Ric, qui orchestrez ces chansons-là, cette première chanson et toutes les autres derrière de Sheila. Mais vous signez sous le nom de Sam Clayton. C'est-à-dire que Claude Carrère me dit... Le manager. On vient de faire un premier disque. Tu viens de faire les arrangements du premier disque de Sheila. Sheila est toute jeune. On s'adresse à un public de 14, 15 ans, 16 ans. Et Jean-Claude Ric, c'est le grand arrangeur de Tino Rossi, d'Enrico Macias. Je ne peux pas mettre orchestre Jean-Claude Ric. Je voudrais faire croire que l'arrangeur, c'est un jeune Américain de 20 ans. Alors... Tu n'as pas un pseudonyme américain ? Je dis non. Il me dit, tu me permets de te trouver un pseudonyme ? Je dis oui, le disque sort. Arrangement et direction d'orchestre, Sam Clayton. C'est lui qui a inventé ça. Écoutez comme il joue bien, Sam Clayton. Là, on entend l'amoureux du jazz. Hein. On entend l'amoureux du jazz qui ne peut pas s'empêcher de mettre un petit coup de saxo là. Hein. Oui, moi j'ai composé la musique de... nous sommes un groupe, un petit... L'école est finie. J'ai composé la musique. Et 2 années plus tard, j'ai composé la musique de J'adore, qu'elle a enregistrée avec Aldo Maccioni. Oui. Tu devais la connaître, bien sûr. Bien sûr. Je ne vous demanderai pas de chanter du Sheila, hein, Jean. Mais tout le monde a été amoureux de Sheila. Les petits, les moyens, les vieux, les moins vieux, tout le monde est amoureux de Sheila. Voilà, et donc c'est vous qui accompagnez ça, qui donnez la couleur. Alors un autre artiste absolument incroyable, cette voix-là, on ne l'oubliera jamais, on va l'entendre. C'est avec lui que vous faites ce disque où il chante des chansons de Bernard Dimet, poète de Montmartre. Écoutez. Ah, ça. Je fais la salle et la terrasse chez Marie-Louise que tu connais, la petite rouquine au teint de lait que je rêvais de prendre au piège quand j'étais le coq du collège. Dieu qu'il en ait passé du temps sur moi qui joue toujours perdant. La voix de Charles Aznavour. Charles, je me souviens. Vous l'accompagnez sur ce disque qui chante Bernard Dimet. Cette petite anecdote
au GG de Bernard Dimet. Il est venu chez moi. Il m'a dit, voilà, je vais faire un disque sur des poèmes de Bernard. Il se met au piano. Je prends mon magnéto portable. Et j'ai dit, tu vas me jouer la musique? Et j'ai dit, il me dit, mais je ne l'ai pas composé encore. Il met le texte sur le pupitre du piano, il lit le texte, et il compose la musique en même temps. Genre, deuxième chanson, troisième chanson. Incroyable. Tout le disque comme ça. Il a composé la musique sur mon piano chez moi. Ouais. C'est vrai que la première fois, vous l'avez rencontré, il y a eu un échange savoureux avec lui, que vous racontez dans ce livre. Je dirais, j'étais sur le plateau de télévision avec Mariti Carpentier. J'avais préparé les orchestrations de tous les artistes. Et Mariti vient me voir, elle me dit, on a un invité surprise. Un invité surprise. Mais j'ai dit, mais... Elle me dit, c'est Charles Aznavour, que je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai dit, on n'a pas les partitions. Il me dit, ne t'inquiète pas, il vient avec son secrétaire qui a toutes les partitions. Il arrive. Bonjour, maestro. J'ai dit, bonjour, monsieur Aznavour. Le secrétaire distribue les partitions. Il me donne les partitions de direction. Et Charles me dit, on commence par... comment ça s'appelle ça? Mourir d'aimer. Mourir d'aimer. Mourir d'aimer. Oui. Introduction. Et Charles commence à chanter. Puis il décale tellement sur la mesure, moi je ne connaissais pas du tout. Au bout d'un moment, j'arrête l'orchestre. Alors le chanteur, il me dit, pourquoi vous arrêtez? Pourquoi l'orchestre arrête de jouer? J'ai dit, c'est moi qui ai demandé aux musiciens d'arrêter de jouer parce que ça fait un moment que vous n'êtes pas en mesure avec nous. Alors j'ai cru que vous vous étiez trompé. Excusez-moi. Alors il me regarde en souriant, il me dit, Jean, on va se revoir souvent. Il faut que je vous dise une chose, je ne me trompe jamais. Mais j'aime bien me balader sur la mesure. J'aime bien chevaucher sur les temps. Oui. Mais vous inquiétez pas, on va arriver à la fin de la chanson en même temps. C'est merveilleux. Vous parliez de Mariti Gilbert Carpentier. Vous êtes l'orchestre des grandes émissions de Mariti Gilbert Carpentier à la télévision. Magnifique. Évidemment, l'orchestre d'Âge tendre et Tête de bois d'Albert Resner. Les rendez-vous du dimanche de Raymond Marcillac. Raymond Marcillac. Voilà, Marcillac. Âge tendre et Tête de Patrick bois. Sabatier aussi. Oui, qui m'avait Patrick demandé. Sabatier. À la télévision avec Guy Lux. Vous remplacez Oui, l'orchestre Raymond Lefebvre. de Raymond Lefebvre. Qui préparait une tournée au Japon, m'a dit, pendant 2 ans, je ne peux plus faire l'émission de télé de Guy Lux. Sois aimable de me remplacer. Puis j'ai dit avec joie. Donc pendant 2 ans, toutes les semaines en direct, j'ai dirigé le palmarès de la chanson avec Guy Lux. Extraordinaire. C'était- Comment ça marche? Diriger un Oh, c'était orchestre avec formidable. des artistes Guy qui Lux arrivent. m'appelait tous les lundis matins. Il me dit, Jean, tu notes un tel, chante telle chanson, un tel. Tu vas recevoir les disques, tu relèves les disques et tu écris pour l'orchestre. Tu faire une adaptation pour l'orchestre. Donc, ça marchait comme ça tous les lundis. Et un jour, il me téléphone, un lundi matin, et il me dit, Jean, on va faire un spécial Tino Rossi. Oh, puis c'est formidable. Il me dit, Mireille Mathieu va chanter Petit Papa Noël. Enrico Macias va chanter Tant qu'il y aura des étoiles. Sacha Distel va chanter ça. Un tel va chanter ça. Un tel, toutes les grandes vedettes vont chanter. Mais je dis, c'est les plus grands succès de Tino. Et Tino, qu'est-ce qu'il va chanter? Il me dit rien du tout, il est mort ce matin. Aïe, 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 aïe. J'étais... Vous qui aviez travaillé avec L'histoire, Tino, l'histoire. vous aviez fait J'étais des... sidéré à mon Mais oui, téléphone. vous aviez bien connu Tino, orchestré ses chansons. Ah, ben Tino, pendant des années, j'ai fait les arrangements de ses disques. C'était un homme merveilleux, merveilleux. Il avait beaucoup d'humour. Il restait comme ça, impassible. Et vous sortez de ces phrases impayables, très drôles. Elle était merveilleuse, Tino. Ouais, on vous voit là en photo, Jean, tout jeune, là, comme ça, à la baguette. Et j'ai connu son fils comme ça, Laurent. Ouais, ouais. Il y a, un jour, dans une émission, vous allez orchestrer Céline Dion avec Michel Drucker
Oui. Alors, c'est René Angélil qui vous appelle, hein, qui vous dit, voilà, Céline va chanter. Non, c'est pas exactement ça. C'est Michel Drucker qui me dit, dans l'émission Internet, par tous les arrangements qu'on avait dit, Céline Dion va chanter La vie est rose. Donc, on va t'appeler pour te donner, on va t'envoyer une maquette. Premier jour, pas de maquette. Deuxième jour, pas de maquette. Troisième jour, pas de maquette. J'appelle Michel, je lui dis, écoute, l'émission, c'est dans 48 heures. Il me dit, voilà le téléphone de René Angélil, appelle-le. Je dis, monsieur, Jean-Claude Ric à l'appareil, je dirige l'orchestre, et Céline doit chanter La vie en rose. Et, il me dit, écoutez, on est désolé, on n'a pas pu vous envoyer de maquette. Mais j'ai dit, donnez-moi au moins la tonalité. Oui. Dans quel ton elle va chanter? Je ne sais pas. J'ai dit, monsieur, si dans un quart d'heure, je n'ai pas la tonalité, je présume que Céline va s'accompagner au piano. Elle me dit, elle ne sait pas jouer de piano. J'ai dit, elle doit jouer de la guitare. Mais pas du tout, ça complète pas. Elle va s'accompagner à l'accordéon. Elle me dit, mais pas du tout, mais pas du tout. Il faut qu'elle soit accompagnée par un grand orchestre. Mais j'ai dit, écoutez, si j'ai pas sa tonalité dans un quart d'heure, elle sera accompagnée par mon pianiste et tout. Un quart d'heure après, il me dit, voilà, Céline chante en sol majeur. Vous faites l'arrangement comme vous voulez et c'est elle qui va s'adapter à votre orchestration. 3 jours après, on s'est rencontrés au studio. Bonjour Céline. J'ai dit, vous allez écouter une fois l'orchestre et après, vous chanterez dessus. Elle écoute l'orchestre, elle prend le micro, la deuxième fois, elle chante. C'était tellement extraordinaire que moi, je croyais que mon orchestre allait la mettre en valeur, comme toujours. C'est elle qui nous a mis en valeur. Oh, elle me fait wonderful, great. Elle est venue m'embrasser sur les 2 joues. J'étais rouge de confusion. Quel souvenir. Écoutez ça. Écoutez cette chanson-là. Incroyable. Mais je peux C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi entre la cure. Alors on ne mesure pas, mais c'est vous qui arrangez, c'est vous qu'on entend là, l'orchestre. C'est vous qui avez les idées de cette chanson. On s'est connus comme ça avec ce disque-là. Ouais. C'était extraordinaire. Et puis on s'est plus arrêté de se voir. On se voyait partout. À la télé, au cabaret, dans les restaurants, je sais plus qui c'était. Et un jour, elle me dit, tu peux m'écrire une chanson, me composer. Et elle me tend un texte, elle me dit, voilà, j'ai un copain qui m'a écrit Yakacity Yoto. Il me dit, fais-moi une musique là-dessus. Je fais une musique. Elle m'a enregistré Yakacity Yoto. J'ai vu sa vidéo sur mon portable. Mais c'est à mourir de rire. Yakacity Yoto, par Annie Cordy, ma musique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoutez encore La Bonne du Curé. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours. Vous ne vous doutiez pas du succès de cette chanson quand vous l'avez enregistrée avec elle. Et puis, bon, La Bonne du Curé, au départ, la musique, c'est pas tellement très, très moderne. J'avais André Ceccarelli à la batterie, j'avais Christian Padovan à la basse, à la guitare, j'avais Slim Pesin, c'est des musiciens de jazz. Elle me dit, tu as fait venir des musiciens de jazz pour enregistrer La Bonne du Curé, mais ça va pas. J'ai dit, écoute. Elle a écouté mon arrangement. Elle était folle de joie. On va entendre la voix encore, on l'a entendu tout à l'heure, de Enrico Macias. Jean. Parce qu'Enrico, évidemment, c'était les filles de mon pays, c'est l'Algérie, c'est aussi les gens du Nord. Et ça aussi, cette chanson-là, c'est une chanson marquante pour vous, Jean. Alors, pour les gens du Nord, depuis 2 ans, Enrico m'appelait souvent pour me dire « Je passe dimanche prochain à Toulouse, je viens me voir, je voudrais que tu me donnes des conseils, que tu me vois sur scène, tu t'assois dans le public. » Puis je lui ai dit « Enrico,
Moi, le samedi et le dimanche, j'écris mes arrangements pour la semaine. Tu me vois aller jusqu'à Toulouse, je n'ai pas le temps. Après, il m'appelait, je passe à Bordeaux. Puis je ne peux pas aller à Bordeaux, Enrico, je suis désolé, je n'ai pas le temps. Et un jour, il passe près de Paris, un dimanche après-midi. Je lui fais la surprise, je prends ma voiture et je vais près de Paris. Et je vais le voir. Et il était fou de joie, je m'assois dans le public. Et à la fin, on traverse la place, on va dans son hôtel. Il me dit, je monte me changer, assieds-toi, on va boire un verre. Et puis il redescend, il prend sa guitare, il me dit, je vais te chanter le numéro 1 de mon prochain disque. Tu vas faire les arrangements comme d'habitude. Et il me dit, le numéro 1, ce sera un tango. Je suis Jean. Il commence à me chanter. Je l'arrête tout de suite, je dis Enrico. Moi j'adore le tango. Mais je ne te vois pas chanter un tango. Un tango, le vrai tango, j'adore. Mais si tu chantes une chanson maintenant, le tango, ça va faire un peu ringard. Mais je voudrais chanter une chanson douce, une chanson d'amour, une chanson jolie. J'en ai marre de chanter des chansons très drôles, j'en ai pas marre, mais enfin pour changer. Mais j'ai dit, au lieu de chanter un tango, t'as qu'à chanter sur un tempo de slow. Il me dit, c'est quoi un slow? Il y a un piano, je m'assois au piano, je fais en do majeur. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Et puis j'improvise tout de suite là. Et j'invente la musique qui deviendra Les gens du Nord. On me dit, mais c'est magnifique. Il faut refaire une reprise. Ah ouais. Ah ben j'ai dit, on fait une reprise. Ah, j'ai dit, c'est bien, mais c'est dans le grave. Il va falloir monter d'une octave. Pa, 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 là. Il me dit, oui, oui, oui. Et je continue d'inventer la suite. Il me dit, c'est merveilleux. On rentre à Paris, le lendemain, on appelle Jacques de Marny, qui me dit, mais la voilà, la chanson que tu cherches, Enrico, depuis des années. Les gens du Nord. Les gens du Nord vont tomber amoureux de toi. C'est parce vrai. qu'ils te boudaient un petit peu. C'est vrai. Et on a fait Les gens du Nord. Qui devient l'hymne des gens du Nord. Parce que chaque fois qu'il allait chanter dans le Nord, des ch'tis. Chez les ch'tis, le soleil par-ci, le soleil par-là, ils en avaient marre. On va entendre la voix d'une chanteuse que vous avez accompagnée sur scène pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Écoutez-la. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est vous, là, derrière, qui accompagnez Mireille. C'est si bon. L'orchestre swing. Vous aimez le jazz, hein, Jean? Alors, j'avais Mireille. Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois au destin. Ma vie a été marquée vraiment par ma destinée. Un jour, j'avais rendez-vous chez Tréma avec Jacques Revaux, le célèbre, à midi, pile. Et moi, j'aime bien être à l'heure, et lui aussi. J'arrive à midi moins 5. Je sonne, j'ouvre la porte des bureaux. À ce moment-là, il y a un directeur artistique qui sort. On se tamponne, on s'embrasse, on se dit bonjour. Il me dit, Jean, je suis tellement content de te voir, mais en même temps, je suis confus. Johnny Stark est parti en Amérique. Il m'a chargé de m'occuper du prochain disque de Mireille Mathieu. J'ai retenu 3 arrangeurs et j'ai oublié de t'appeler. J'ai retenu les 3 meilleurs arrangeurs de Paris et le 4e grand arrangeur, j'ai oublié de t'appeler. Il me reste une chanson à faire, tu veux t'en occuper? Je dis oui. Il me donne une maquette de Mireille. J'écris l'orchestration, l'enregistre 2 semaines plus tard. Et je rencontre les 3 fameux arrangeurs que je connais très bien, qui sont mes copains. Et Mireille arrive
une semaine plus tard, avec Johnny Stark qui était revenu de... Et c'est l'ingénieur du son qui m'a raconté l'histoire bien après, puisque je n'étais pas là. L'ingénieur du son me dit, Mireille et Johnny, écoute la première chanson, en présence du directeur artistique. Première chanson, Mireille dit, ouais, c'est bien. Deuxième chanson, ah ouais, pas mal. Troisième chanson, c'est quel titre ça? Ah oui, c'est ça. Quatrième, ah oui, voilà. Cinquième, ouais, pas mal tout ça. Chanson numéro 7, elle écoute. Oh, c'est merveilleux. Mais l'orchestre est superbe. Qui a fait cet enregistrement? Le directeur artistique dit, c'est Jean-Claude Ric. Et Mireille dit, j'espère qu'il en a fait d'autres. Et il dit, non, je suis confus, il n'en a fait qu'un. Oh, mais tu aurais dû lui donner plusieurs arrangements à faire. Bon. Et elle continue d'écouter, numéro 8, numéro 1. Johnny Stark me téléphone et me dit, Jean, est-ce que vous pouvez venir au studio demain à 14h pour faire la direction artistique de Mireille Mathieu? Je reviens le lendemain et elle est venue, tout de suite très amie. Et il m'a demandé de faire la direction artistique de tout son disque. Et je suis resté 33 ans avec elle. 33 ans. 33 ans. On a fait le tour du monde. Tour du monde, vous allez le tour du monde. On est parti en Russie, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Mexique, en Chine. Ce qui est incroyable, hein. Incroyable. Et un jour, Didier Barbedivien, le célèbre, me fait un texte. Il me dit, fais-moi une musique pour Mireille Mathieu. Ça s'appelle « Comment est-elle » Mireille était sublime. Ouais. Sublime. Comment est-elle? Vous l'aimez beaucoup, Mireille Mathieu. Comment? Vous l'aimez beaucoup. Ah, c'est comme une sœur, quoi. C'est comme une sœur. Mathilde, sa sœur qui nous suivait partout. Balou, son secrétaire. On était une équipe extraordinaire. Ouais. Moi, je vous ai vu l'accompagner à l'Olympia, avec votre orchestre sur la scène. Vous sautiez en l'air pour d'être une ambiance extraordinaire. Ah, bah oui, moi, j'adorais accompagner Mireille, parce que c'est une fille épatante. Elle était extraordinaire à tout point de vue. À tout point de vue. Ouais. Une autre chanson. Vous parliez de Jacques Revaux il y a un instant. Jacques Revaux, c'est aussi Michel Sardou. Écoutez ça. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Orchestre Jean-Claude Ric. Alors, je veux dire, la Marseillaise. Jour, Klettmann, le directeur d'Europe 1, téléphone à Jacques Revaux. Il lui dit, j'organise pour le 14 juillet à Strasbourg une grande festivité. Et je voudrais que Sardou nous chante la Marseillaise, qu'il vienne juste pour chanter la Marseillaise. Est-ce que j'ai votre autorisation? Et Jacques Revaux lui dit oui, à condition qu'il y ait un grand orchestre symphonique qui l'accompagne, dirigé par Jean-Claude Ric. Et Klettmann dit, bah ouais, pas de problème. Je vais au bureau, j'ai rendez-vous avec Michel Sardou et Jacques Revaux, on répète, lui il chante la Marseillaise en sol majeur, vous ferez un petit montage. Et j'écris un arrangement en sol majeur pour un orchestre symphonique de 110 musiciens. Des violons, des violoncelles, des cordes, des trompettes, des trombones. On enregistre et on part à Strasbourg. Et sur Europe numéro 1, ils bombardent évidemment Michel Sardou, la Marseillaise. Et on demande au capitaine de la garde républicaine qu'est-ce qu'il pensait de cet arrangement. Il s'appelait comment Roger Boutry. Que pensez-vous de cet arrangement de la Marseillaise, écrit par un certain Jean-Claude Ric? Je dis, mais je trouve que l'arrangement est fantastique. C'est la première fois qu'on entend des violons et des cordes, un orchestre symphonique qui joue la Marseillaise comme ça, avec des harmonies nouvelles. C'est fantastique. Et avant de partir à Strasbourg, j'ai oublié une chose très importante. René Klettmann m'appelle et me dit «
puisque vous partez avec un orchestre symphonique, est-ce que vous ne pouvez pas nous jouer quelque chose avant? Qu'est-ce que vous voulez que je vous joue la 5e symphonie de Beethoven? C'est pas mon truc. Il me dit, débrouillez-vous, jouez-moi. J'appelle Sacrago, il me dit, j'ai une idée. Tu vas jouer des chansons de Sardou transformées en symphonique. Puis je dis, mais comment? Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de guitare. Il me dit, débrouille-toi. Tu me joues des chansons de Sardou en symphonique. Et c'est devenu le monde symphonique de Michel Sardou. Absolument. On a vendu 200 000 albums. Triomphal. Le monde symphonique de Michel Sardou et Jacques Revaux par Jean-Claude Ric. Voilà. C'est un disque qui a marqué. Vous parliez à l'instant, je vous écoutais quand même. Je pensais au plus beau bébé d'Alger. Parce que c'est vous, le plus beau bébé d'Alger. Vous avez gagné le prix, Jean. Avouez, vous le racontez dans votre livre. C'est vrai. Vous avez été classé. J'avais quoi, 9 mois, 10 mois. J'étais un très beau bébé. Ma mère m'a présenté au concours et j'ai eu le premier prix du plus beau bébé. Oui, enfance à Babel Oued. Et quand je me suis marié, j'ai eu un fils, Franck. On l'a présenté aussi au concours du plus beau bébé. Il a eu un premier prix et c'est Annie Cordy qui lui a remis son prix. C'était un boxeur sur un socle de sable. Et puis, il donnait des coups de poing. Voilà. Radio Alger. Vous débutez à Radio Alger, hein, dans les années 50. Oui. J'ouvre le poste de radio. Il n'y avait qu'un seul poste, Radio Alger. Il y avait un deuxième poste, c'était... Le poste, c'était Radio Andorre. Et le troisième poste de musique arabe. J'allume Radio Alger, j'entends la speaker qui dit « Vous venez de passer une demi-heure avec Frank Sinatra. Voici maintenant un message très important. Nous recherchons un pianiste sachant lire parfaitement la musique, pouvant accompagner des chanteuses d'opéra, des chanteuses de jazz et pouvant jouer du jazz au piano. Se présenter rue Hoche et le concours aura lieu le 13 septembre. Je vais m'inscrire et je dis, est-ce qu'il y a un morceau imposé, une valse de Chopin ou... Non, pas de morceau imposé. Vous verrez sur place. Le 13 septembre, je me présente. On me dit, écoutez, en face, il y a une brasserie. Attendez, parce qu'il y a 11 postulants. On vous appellera. Et à midi, on m'a appelé et on m'a fait passer un tas d'épreuves dans le studio. Il y avait un jury. Et on m'a dit, attendez les résultats en face. Vers 13h30, on vient me dire, c'est vous qui avez été pris. Donc j'ai été sélectionné et j'ai été pianiste exclusif de Radio Alger pendant 3 ans. Incroyable. Et après, vous allez partir en tournée, vous allez jouer avec votre orchestre dans toute l'Algérie, partout. C'était l'orchestre dirigé par Lucien Attard. Moi, je n'étais que le pianiste. Je n'étais pas le chef d'orchestre. Donc vous jouez dans les stations balnéaires, au bord de la mer. Donc on est parti dans toutes les villes de province, avec l'orchestre de Lucien Attard, dont j'étais le pianiste. Oui, ce sont des années merveilleuses pour vous. On ne disait pas en Algérie, on ne disait pas les villes de province. On disait les villes de l'intérieur. Ça s'appelait comme ça. Oui, un souvenir lumineux, cette Algérie de votre enfance. Alger était une ville superbe. L'Algérie avait des petites villes magnifiques. Bougie, Djidjeli, Bonn. Bonn était renommée par la beauté de sa ville, au bord de la mer, et avait un cimetière magnifique. Et on disait, rien qu'à voir le cimetière de Bonn, l'envie de mourir, il te vient. Ça veut dire que le cimetière était tellement beau que ça donnait envie de mourir. Mais en pataouette, ça se disait, rien qu'à voir le cimetière de Bonn, l'envie de mourir, il te vient.
Et quand vous arrivez, parce qu'alors vous quittez donc Alger en 55 pour aller tenter votre chance à Paris, votre femme vous rejoint, une petite fille qui arrive, et puis bon, vous allez raconter ça, vous nous l'avez raconté, mais vous avez votre accent que vous avez gardé, J'ai gardé et puis un petit des peu, expressions qu'on ne comprend pas toujours quand vous parlez. Hein. C'était drôle ça. Bon, je raconte une anecdote évidemment. En Algérie, on parlait français, bien sûr, mais il y avait des petits mots arabes, des petits mots espagnols, des petits mots italiens qui se glissaient comme ça. Et ma femme me dit, puisque tu descends faire des courses, est-ce que tu peux me remonter? Elle me fait une liste que tu vas trouver chez le droguiste. Alors moi, j'étais nouveau dans le quartier, je descends, je vois une boulangerie. Je dis, pardon madame, excusez-moi de vous déranger, est-ce qu'il y a une droguiste dans le coin? Et puis, il me dit, c'est quoi ça, une droguiste? Mais j'ai dit, vous savez pas ce que c'est une droguiste? Elle me dit, non, il n'y a pas de droguiste là. C'est quoi une droguiste? J'ai dit, c'est un magasin où on vend des articles pour le ménage, des balais. Ah, elle me dit, un marchand de couleurs, vous voulez dire, un marchand de couleurs. Elle me dit, écoutez, vous sortez à droite, et première rue à droite, il y a un marchand de couleurs. Alors, je me dirige, je rentre dans la boutique. Il y a une bonne vieille femme qui vient, qui me dit, jeune homme, qu'est-ce que vous désirez? J'ai dit, je voudrais un bidon. Elle me dit, un bidon c'est un bidon de quoi, vous voulez? J'ai dit, un bidon vide. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un bidon vide? J'ai dit, c'est pour mettre de l'eau. Alors, ça va, elle revient. Elle me dit, c'est ça que vous voulez? J'ai dit oui. Elle me dit, ça s'appelle un seau. Et qu'est-ce que vous voulez d'autre? J'ai dit, un chiffon de laver le parterre. Elle me dit, c'est quoi un chiffon de laver le parterre? J'ai dit, c'est un chiffon pour laver le parterre. Elle me dit, c'est ça que vous voulez? J'ai dit oui. Elle me dit, ça s'appelle une serpillière. Écoutez cette voix pour rire. Incroyable. À l'école, déjà tout enfant, lorsque je répondais présent, toute la classe riait, et ces rires me rendaient triste. Mais la vie n'est pas une scène, et souvent j'avais de la peine, et les gens riaient sans savoir. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. Et c'est vous qui accompagnez Fernandel. Quel personnage, quel personnage. Quel souvenir, la rencontre avec Fernandel. Oh, quel personnage fantastique. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que toutes ces anecdotes, je les ai racontées à des amis. Et tout le monde me disait, mais il faut écrire un livre. Il faut écrire un livre. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et un jour, j'ai fait un enregistrement avec Fernandel. On enregistre et on prend la pause. C'était comme ça. L'ingénieur du son prévient le directeur, Guy Lafarge, et on se retrouve au rez-de-chaussée dans une cour superbe, rue Beaujon. Guy Lafarge, sa secrétaire, l'ingénieur du son, son assistant, moi j'étais là bien sûr, l'éditeur d'une chanson, le compositeur d'une chanson, on se retrouve. Et Fernandel et Guy Lafarge lui dit, alors, vous revenez du Brésil, vous venez de tourner un film à Rio. Et Fernandel dit, on commence à tourner. Et puis il y a un des caméramans qui dit quelque chose. Et je lui dis, écoutez, vous êtes là pour tourner, hein, vous n'êtes pas là pour... Alors, Guy Lafarge, je dis, quel culot. Tout le monde fait une réflexion. Moi, je fais une réflexion, tout le monde éclate de rire. Fernandel reprend le récit de son voyage. La secrétaire lui dit, oh, vraiment, alors ça, c'est pas possible, Guy Lafarge. Tout le monde fait une réflexion. Moi, je fais une réflexion, tout le monde éclate de rire. 3 ou 4 fois comme ça. Et la 4e fois, Fernandel
tend sa main vers moi en me disant « Oh, Claudric, le comique, c'est vous ou c'est moi ?» Il était vexé que je fasse rire. C'est vrai? Il était vexé qu'on fasse rire. Et je n'ai plus fait de disque avec lui. Je voudrais vous faire un cadeau, Jean, avant de se quitter. Vous allez entendre Mais une musique. c'était un cadeau d'être avec vous. Mais oui, on va entendre une musique qui n'est pas de vous, mais qui a marqué votre vie. Écoutez ça. Évidemment, c'est Count Basie, parce que vous aimez Jumping on the Woodside. La musique de jazz. Count Basie, j'ai passé mon enfance, ma jeunesse à écouter Count Basie. Il était venu avec son orchestre à Alger, à la salle Pierre Borde. Je suis allé l'écouter, bien sûr. J'allais tous les soirs l'écouter. C'est fort extraordinaire. Il y a une anecdote dans une émission de Guy Lux, parce que vous allez jouer un morceau de jazz à vous dans une émission, et Guy Lux va vous dire c'est très très bien, faut recommencer la fois d'après. Et oui, la fois d'après, vous lui jouez du Count Basie. Oui, parce que j'ai créé un big band, évidemment, en 2004, j'ai créé un big band avec des super musiciens de jazz. Et j'ai joué pendant 10 ans, pas tous les soirs bien sûr, pendant 10 années au petit journal Montparnasse. Dans des concerts, c'était fantastique. Ouais. J'ai écrit tous les arrangements dans l'esprit de Count Basie. Et alors Guy Lux vous dit, la deuxième fois vous jouez un morceau de Count Basie, il vous dit non, ton truc là, le truc que tu as joué là de toi, c'est pas terrible. C'est mieux le Count Basie de la dernière fois, alors que la dernière fois, c'était un morceau de vous. C'est dans le bouquin, ça. Oui, c'est dans le bouquin. C'est très drôle. Merci Jean-Claude Ric. J'étais ravi d'être avec vous. Vous êtes un pied noir à Paris, mais tellement précieux pour tout, pour la musique, pour tout ça. Je ne sais pas avec quoi on peut se quitter. Bon, on a encore Count Basie derrière, mais on a aussi les filles de mon pays. C'est ces filles que vous avez aimées. Vos premières amours, c'était à Alger, j'imagine. Les filles de mon pays. On a le temps encore d'une petite histoire. En 1963, je venais de faire le premier disque avec Enrico Macias et un garçon qui s'appelle Pierre Cour, le célèbre Pierre Cour, le Didier Barbelivien de l'époque, le Jean-Jacques Goldman de l'époque. J'étais très ami avec lui. Il me dit, est-ce que tu es libre demain à midi? Je lui dis oui. On se retrouve 10 rue Washington. Il me tend un papier, tapé à la machine, les filles de mon pays. Il me dit, tiens, j'ai fait ça pour ton copain Enrico. Je lui dis, je ne connais pas tellement Enrico, j'ai fait son disque, mais je ne le connais pas. Il me dit, fais-moi une musique et puis on ira la montrer, Enrico. On va manger une pizza. Et puis, le lendemain, je vais au studio, je mets le texte sur la banquette à côté de moi. Feu rouge, à quelles sont jolies les filles de mon pays, là, là. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays, là, là. Feu rouge. Je vais au studio, je rentre chez moi le soir. Le lendemain, au studio, qu'elles sont jolies. Je dis, qu'est-ce que je vais faire pour musique? Qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Là, il n'y a pas assez de là, il manque des mots, Et au bout d'une semaine, je me mets à mon piano et je fais qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Là. Et je rajoute plein de là. C'était les là qui manquaient. Hein. J'appelle Pierre Cour, on se retrouve le lendemain au studio. Je dis, je vais te jouer la musique, mais je veux te poser une question. Tu as mis là comme ça? Les filles de mon pays, là. Il me dit, comment ça, comme ça? Ben, j'ai dit, tu as mis là comme tu aurais pu mettre là. Ah non, je veux là. Ben, j'ai dit, pas beaucoup, hein. Il me dit, tu as fait une musique avec 4 là ou 5? Ben, j'ai dit, j'ai pas compté. Il me dit, comment ça, tu n'as pas compté? Et je me mets au piano. J'ai dit, écoute, moi, je te joue ma musique. Si ça ne te plaît pas, tu donneras la musique à faire avec quelqu'un d'autre. Et les portes du bureau étaient restées ouvertes. Il y avait plein d'employés. Ils ont passé à jouer. Là. Pierre Cour devient vert. Il était outré.
Couplet, deuxième refrain. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Il y a 15 personnes qui sortent en chantant la. T'as pas vraiment. Couplet, troisième refrain. Et il y avait un grand escalier. Ah, qu'elles sont jolies, les filles. Il y a Denis Bourgeois qui descend avec sa secrétaire, le chef comptable. Histoire fantastique. Et c'était gagné. Le succès était là. On est allé voir Enrico le lendemain, il a vendu 4 ou 5 millions de disques. On aurait pu appeler ce livre Lai Lai Lai. On aurait pu. Lai Lai, deux Lai Lai ou On trois aurait Lai pu, Lai. oui, le Hein? prochain. Le prochain. C'était Jean-Claude Ric, Un pied noir à Paris. Préface d'Enrico Macias, justement, ce livre merveilleux de souvenirs. Merci beaucoup, Jean. Merci C'était Patrick. un bonheur. Merci pour votre accueil, j'étais vraiment ravi d'être là. Et on finit en musique. C'est votre vie, la musique. Qu'il n'aura rien de leur amour la première fois. Il doit s'engager, il doit mériter